Hello, hello, salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle émission du jour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end. Donc, normalement, j'étais censé faire mon live ce midi. Mais bon, ce midi, j'avais une petite contrainte personnelle qui fait que j'ai dû décaler et je me suis dit, bah, quitte à décaler le live, autant le décaler au soir et autant en faire un goûter plutôt qu'un apéro. Donc, installez-vous bien, prenez une petite tranche de brioche comme Thierry, mettez-vous confortablement, un petit thé, un petit café, et puis on va parler des différentes actualités de la semaine. Donc, de la semaine passée, comme d'habitude, je vais faire une petite revue de presse, essayer de vous présenter des liens ou des personnes que je trouve intéressantes. Donc on va commencer ça tout de suite et aujourd'hui j'aimerais vous présenter un petit bonhomme là que je suis depuis un petit moment, c'est un maker. Je vais vous afficher ça à l'écran et donc on va commencer par ce maker, peut-être que certains d'entre vous le connaissent ou pas, donc qui s'appelle Moit Boîte ou Moit Boité, je ne sais pas trop comment on dit. Donc, c'est un gars qui fabrique des petits circuits et plutôt des sculptures électroniques. C'est assez intéressant ce qu'il fait parce que, le gars, fait des circuits, qui ont tous un usage. Certains pour afficher la température, d'autres ce sont des récepteurs radio et cetera. Mais à la différence de nous, comme on fait, d'habitude, un circuit, on met ça sur une breadboard, on assemble le tout et puis, éventuellement, si on est content, on va se faire notre petit circuit imprimé. Lui, il va en faire des sculptures. Donc vous voyez, la première phase qu'il fait en général, c'est une phase de prototypage, comme on fait habituellement. Donc une phase de prototypage sur breadboard. Et ensuite, il va en faire une sculpture qui va être à base de fils de cuivre. Et donc, il va souder chacun de ses composants et les monter pour en faire une petite sculpture fonctionnelle. Quand je dis fonctionnel, qui fonctionne réellement, hein. Là, pour le coup, c'est un afficheur sous la forme d'une sorte de rover lunaire. Donc c'est assez intéressant. Je suis ce gars-là depuis un petit moment, depuis 2 ou 3 ans, je crois. Et c'est vraiment toujours assez surprenant ce qu'il arrive à faire. Donc je vais vous présenter son site parce que ça vaut le détour. Le gars, je pense qu'il a une imagination et une patience qui sont vraiment assez incroyables, je trouve. Le gars, donc là, hop, si on prend par exemple le premier lien, donc c'est le Tiny CubeSat. Donc c'est une sorte de CubeSat comme on entend parler dans le New Space. Donc simplement avec un petit AT Tiny 85 qui fait clignoter une LED. Donc le tout est alimenté par des petites cellules photovoltaïques avec un super condensateur qui permet donc d'alimenter tout ça et donc d'avoir une sorte de petite sculpture lumineuse qui va clignoter là sur votre étagère. Voilà, donc c'est plutôt original. Il a d'autres sculptures, par exemple ce compteur 7 segments, tout bête. Et je trouve qu'au-delà de l'aspect fonctionnel des choses, je trouve qu'il a une façon de disposer les composants qui sont toujours très élégantes et très recherchées. Donc on voit qu'il y a vraiment un sacré travail derrière tout ça. Et en plus donc d'être fonctionnel, je trouve ça super beau. Et les geeks que nous sommes tous, je pense qu'on aimerait tous avoir ça dans son étagère. Et à dire vrai, ça fait un petit moment que je pense à réaliser une de ces sculptures en me disant tiens, il y a quand même quelque chose à faire et puis d'avoir un petit truc un petit peu sympa. Je pense au-delà de l'aspect bricolage, c'est vraiment sympa. Donc allez voir son site, c'est vraiment surprenant et vraiment passionnant ce qu'il fait. Et puis suivez-le sur Twitter, n'hésitez pas à repartager. Franchement, là je vois Thierry, Thierry, toi je suis sûr que tu as les yeux qui pétillent derrière ton écran. Et je vous mettrai le lien, ouais. Alors le lien, je vais vous mettre ça. Hop. Donc c'est www.boite.com/sculpture. Donc je vais vous mettre le lien tout de suite dans le chat. Et n'hésitez pas à aller le suivre sur Twitter parce que le gars, il poste pas souvent, mais chaque fois qu'il poste, c'est vraiment génial, je trouve. Donc, puis il y a vraiment de quoi s'inspirer et de faire des trucs vraiment sympas, notamment si, pour tous les geeks, quand vous avez envie de faire un truc et puis offrir un cadeau original à quelqu'un, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire.
Donc ça, c'était le premier lien dont je voulais vous parler, que je trouve vraiment super intéressant, parce que là, on est vraiment dans le making totalement useless, mais où on allie quand même le côté useless, le côté sculpture, artistique, électronique, et puis aussi programmation, puisque il fait pas mal de choses donc à base de microcontrôleurs, donc de tout petits microcontrôleurs, souvent des AT Tiny 85, donc c'est vraiment sympa. Pour, la deuxième chose dont je voulais vous parler, on en a parlé, je crois que c'était hier, j'avais rebondi sur Twitter. Alors je vais vous rafficher ça. J'avais rebondi sur, le championnat du monde d'Excel. Et ouais, ça peut paraître surprenant, donc j'avais retweeté un petit peu sous forme humoristique, comme quoi il y avait un championnat du monde Excel, et puis que bon, vu qu'il existe bien un championnat de la coupe mulet, il y a plus rien qui me surprend. Mais au-delà de l'aspect original, j'ai pas fait ce tweet pour me moquer, parce qu'effectivement dans le thread, certaines personnes, ont commencé un petit peu à troller Excel, Excel c'est pour les nuls, blabla et cetera. Enfin bon, vous voyez le genre de truc. Je trouve qu'en fait, Excel, faut pas oublier, enfin Excel et les tableurs, enfin Excel en particulier et les tableurs en général sont quand même des outils fort puissants avec lesquels on peut faire vraiment énormément de choses. Et il y avait eu un talk de Felian qui avait été donné lors de Ncraft 2018, si je me souviens bien justement, où elle abordait le sujet: est-ce que Excel peut être considéré comme un langage de programmation? Et en fait, la réponse est oui, parce que Excel est au-delà de son aspect, j'utilise des cellules et je mets des formules dedans, c'est un langage de programmation qui, de mémoire, me semble-t-il, est Turing complet. Donc sans faire forcément, bah tiens, comme dit Lucille, on connaît des gens qui ont créé un Doom 3D sans VBA sur Excel, et justement je vais en parler, puisque c'est un langage, enfin Excel et les tableurs de façon générale sont des systèmes qui sont Turing complets et dont on peut finalement réaliser, comme un Minecraft, quasiment tout et n'importe quoi, simuler un processeur, etc. Et notamment, par exemple, réaliser un Doom, parce que Lucille, qui est dans le chat en ce moment même, et donc qui est mon ancienne padawan, et donc nous avons un collègue, pour moi un ancien collègue, qui est connu pour avoir écrit un moteur de Doom, de type Doom, en Excel, complet. Et donc il avait fait un petit peu le buzz il y a, je sais plus, ça devait être en 2017 ou 2018, je me souviens plus exactement. Et même Tom's Hardware en avait parlé dans ses colonnes. Donc on voit bien qu'au-delà de l'aspect Excel où on va gérer des formules pour, j'en sais rien, gérer des stocks, ses factures, etc., on peut faire des trucs un petit peu furieux quand on détourne un petit peu l'outil par rapport à ce pourquoi il est conçu. Et donc si vous allez voir ce lien sur Tom's Hardware, que je vais vous coller aussi dans le chat, n'hésitez pas à aller voir, c'est assez surprenant parce que Christophe, puisqu'il s'appelle Christophe, a créé ce moteur de Doom uniquement avec Excel et sans VBA, sans rien, uniquement en utilisant des cellules, les feuilles de calcul, etc. Donc son moteur s'appelle Doom XLS. Par contre, je vous dis tout de suite, pour le faire tourner sur votre machine, vous avez intérêt d'avoir une machine un petit peu punchy, parce que ça demande quand même énormément de calcul. Mais là, si je mets la vidéo YouTube, alors est-ce que ça va se lancer? Voilà. Donc prenons cette vidéo. Donc cette vidéo va montrer effectivement comment fonctionne le moteur de rendu de type Doom dans un Excel, uniquement fait avec des cellules. Donc c'est extrêmement lent, hein, vous le voyez, mais il a implémenté tout un système de recasting. Je vais couper le son parce que c'est un peu fort. Voilà. Il a implémenté tout le moteur de recasting uniquement avec des cellules, donc c'est quand même c'est un truc assez fou. Donc n'hésitez pas à aller télécharger aussi le Doom.xls et à regarder un petit peu comment c'est implémenté, c'est vraiment super top. Donc on le voit, hein, puisqu'il gère les effets de lumière, la profondeur de champ, etc., etc. Donc c'est quand même plutôt sympa. Ouais, Thierry, ouais, il y a des actions Stream Deck qui savent écrire dans le chat. Oui, oui, tout à fait. En fait, je les ai pas programmées dans mon Stream Deck, j'ai juste programmé l'ouverture de mes liens. J'ai été un petit peu fainéant, je dois l'avouer. Voilà, donc c'était pour rebondir un petit peu sur le côté Excel, où les gens ont tendance parfois à pas mal troller ceux qui font de l'Excel, alors qu'au final, il y a des gens qui sont un petit peu fous furieux d'Excel, qui font des trucs parfois incroyables. Moi, j'utilise peut-être qu'à 5 ou 10% de ses capacités, comme la plupart des gens, mais dès lors on commence un petit peu à rentrer dedans, sans rentrer vraiment dans le VBA, on peut faire des trucs assez fous.
Voilà, voilà pour ça. Il y a un autre sujet dont je voulais vous parler qui a fait pas mal parler, ces derniers temps. Donc c'est un tweet que j'ai fait, la semaine dernière, concernant Firefox qui réagissait, je réagissais, sur un article, qui était sorti dans Wired, par rapport au fait que Firefox aujourd'hui est un petit peu, beaucoup même, en perte de vitesse. Je trouvais l'article assez intéressant parce qu'il abordait vraiment, l'angle de Firefox par rapport à ses problèmes financiers, par rapport à ses problèmes de positionnement, par rapport, au fait qu'il est, avec une, comment je dirais? En face, comment je dirais? En combat permanent avec, Chrome et donc Google, pousse vraiment Chrome, un peu partout en poussant pas mal aussi, des choses qui sont pas tout à fait dans les standards. Et donc, effectivement, la force de Chrome, c'est, d'avoir Google derrière et que Google, arrive à le pousser de façon pas toujours, légale, de façon pas toujours, honnête, à des endroits là où on l'attend moins et c'est ce qui fait que, Firefox, de plus en plus, perd des parts de marché et ce qui était intéressant à lire dans l'article, c'est par rapport, c'est tout cet aspect où, depuis des années, la fondation Mozilla a contractualisé donc avec Google. Donc Google, vous n'êtes pas sans savoir que Google verse de l'argent à la fondation Mozilla, contractuellement parlant, qui permet donc à la fondation aussi, de subsister. Alors, il y a des gens qui disent: «C'est super, Google, ils sont super sympas, ils versent de l'argent à la fondation Mozilla, ça permet à Firefox et donc Mozilla de vivre». Mais en fait, ce qu'il faut voir sur le sujet, c'est que il y a c'est un petit peu plus pervers que ça, dans le sens où Google a un peu une double approche, par rapport à ça, puisque, s'il ne le faisait pas, aujourd'hui, Firefox et Mozilla sera vraiment en position, de mort cérébrale, on peut bien le dire et je pense qu'ils risqueraient, des procès pour avoir pris le marché et d'être, comme exactement ce qui s'est passé d'ailleurs pour, Microsoft il y a une vingtaine d'années avec Internet Explorer 6. À la différence près, c'est qu'aujourd'hui, je pense que la situation est bien pire que ça. Autant, à l'époque, le Internet Explorer était poussé par Microsoft, il faisait partie des rouages du système d'exploitation, de Windows et cetera, mais le marché n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a un marché, qui sans navigateur, un OS sans navigateur, finalement, ne sert à rien. On est tellement connecté, on a tellement besoin d'internet et donc surtout du web et donc d'un navigateur pour naviguer, heu, ce qui fait qu'aujourd'hui, si on n'a pas la possibilité de choix du navigateur, ça peut nous entraîner, dans finalement, une position où Google va finir par s'accaparer l'intégralité du marché, de décider seul, des standards et de ce qui peut être fait ou pas fait dans les navigateurs. C'est ce qui fait d'ailleurs plus ou moins où il implémente, certaines fonctionnalités qui deviennent entre guillemets «des standards de facto» puisque les utilisateurs les utilisent. Comme ils ne les retrouvent pas dans Firefox, les utilisateurs abandonnent Firefox. Alors je pense notamment par exemple à l'implémentation du web USB. On en discutait, notamment avec, Thierry, sur un Discord, ce week-end. C'est intéressant parce que c'est une fonctionnalité qui est assez intéressante, le web USB, mais en même temps qui est hyper dangereuse. Et la raison pour laquelle la fondation Mozilla, ne l'a pas implémenté, ils l'ont d'ailleurs, expliqué dans un de leurs billets de blog, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, ça peut permettre d'apporter une exposition en termes de sécurité du navigateur vis-à-vis de l'extérieur, éventuellement par le fait que certains sites malveillants pourraient utiliser la découverte de devices qui sont connectés, à l'ordinateur pour essayer d'identifier plus précisément quel est l'utilisateur, quelle est l'empreinte unique du navigateur, et cetera, et cetera. Alors qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une phase où on essaye de faire en sorte que les navigateurs soient totalement neutres par rapport à savoir qui se cache derrière un navigateur. Donc, par rapport à des aspects de gestion de la vie privée, par rapport à des aspects, de sécurité, voilà, c'est des fonctionnalités qui aujourd'hui effectivement existent dans Chrome et pas dans Firefox, mais qui ont de bonnes raisons de ne pas exister dans d'autres navigateurs. Donc le risque que j'y vois surtout, c'est qu'à terme, on se retrouve, avec un web totalement, monocéphale, c'est-à-dire donc avec un seul moteur de rendu, un seul moteur de web qui serait celui de Chromium et donc de Chrome. Microsoft a déjà fait le saut puisque Microsoft a passé Edge, donc de son moteur de rendu, interne, à Chromium déjà depuis, je sais plus 2 ou 3 ans.
Opera est passé aussi à Chromium. Enfin, de nombreux éditeurs qui éditaient donc des navigateurs sont passés au moteur de Chromium. Et le fait d'avoir un seul moteur unique tenu finalement par une multinationale unique, donc avec comment je dirais, des enjeux économiques qui ne sont pas forcément les enjeux des utilisateurs, je trouve ça dangereux et risqué. Voilà. Donc je trouvais cet article assez intéressant. Je vais vous remettre le lien dans le chat. Cet article, allez le lire, il est vraiment intéressant et sans forcément l'article le plus complet sur le sujet, hein, mais il est vraiment intéressant et il permet réellement de se faire une idée sur les enjeux qu'il y a derrière tout ça, l'histoire de Firefox, de la fondation Mozilla, les prospectives pour le futur par rapport à ça, etc. Donc allez lire cet article, c'est vraiment intéressant et n'hésitez pas à aller voir d'autres articles sur le sujet parce que on en parle beaucoup et je pense qu'en fait comme le dit Thierry d'ailleurs, soutenons Firefox, pas forcément Mozilla. Effectivement, je séparerais un petit peu comme Thierry comment je dirais, l'artiste de son œuvre, quelque part. Pourquoi? Parce que la fondation Mozilla, en fait, on peut dire qu'elle est en manque d'argent, mais pas tant que ça, puisqu'elle a un budget de fonctionnement qui est quand même assez confortable, on doit dire. Mais je pense que le problème de la fondation Mozilla, et donc pour faire vivre Firefox, c'est vraiment ce désamour qu'ont les utilisateurs vis-à-vis de Firefox, et parfois pour de mauvaises raisons, et parfois pour avoir des idées préconçues. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais Firefox, en fait, il bouffe toute la RAM ou il est lent. Donc parfois, quand j'entends ça, je dis, mais depuis quand t'as utilisé Firefox récemment? Non, non, mais je l'utilisais il y a 3 ans, voilà, j'ai eu un problème et je suis passé à Chrome. Voilà. Bah, en fait, je pense que la problématique, c'est de rester sur des idées préconçues. Moi-même, à un moment donné, c'était peut-être il y a 4-5 ans, je trouvais que Firefox était devenu très lourd, il commençait à avoir pas mal de problèmes de bugs. J'étais passé pendant quelques mois sur Chrome, enfin plutôt Chromium pour être plus précis, qui est la version libre de Chrome, enfin sans les outils Google intégrés. Et au final, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que Chrome prenait aussi de l'embonpoint et avait des problèmes. Et j'ai fini par retester Firefox et je suis revenu à Firefox parce que je trouve son système de plugin, je trouve plus efficace et plus abouti que celui de Chrome. Il y a des choses sur lesquelles Firefox est moins bon, notamment sur certaines extensions un peu propriétaires, notamment des flux vidéo, on parle aussi le web USB, etc. C'est pour ça que j'ai toujours une instance de Chromium sur ma machine que je n'utilise que lorsque j'ai besoin d'un navigateur compatible Chrome, pour le coup. Et je pense que pour supporter Firefox, le tout, c'est pas de donner de l'argent à la fondation Mozilla, c'est d'utiliser Firefox. En fait, je pense que c'est la seule façon de soutenir le produit, de soutenir la fondation, pour avoir un web qui ne soit pas monocéphale, mais qui soit quand même, qui se revienne un petit peu dans une situation d'équilibre, plus ou moins bon. Voilà. Donc voilà, je voulais juste vous parler de ça parce que je trouve ça important et je pense que c'est dangereux d'aller vers un web qui soit dirigé par une seule et unique entreprise. Comme à l'époque, on a eu peur que Microsoft ait la main mise sur le sujet. Aujourd'hui, c'est Google. Demain, ce sera peut-être un autre, mais il faut faire très attention à ça. Et donc, soutenons Firefox et éventuellement les navigateurs alternatifs basés sur son moteur de rendu. Et n'ayons pas systématiquement le réflexe, j'utilise les outils de Google ou ceux d'Apple ou ceux de Microsoft, etc. Il faut donner aussi une chance au logiciel libre parce que c'est grâce à ces gros projets d'envergure que beaucoup de projets de logiciels libres existent aussi derrière. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt, on ne va pas se mentir. Voilà pour ce sujet. Je voulais vous parler d'un autre sujet dont j'ai parlé, je crois, hier aussi. C'était sur les backups. Les backups, j'ai vu passer un tweet hier donc de Nixcraft. Je ne sais pas si vous suivez ce compte, donc qui parle de sujets qui touchent à Unix de façon générale, Unix, Linux, etc. Et donc il disait rappelez-vous, le RAID n'est pas un backup. Effectivement, je pense que le sujet des backups, des sauvegardes de données en général dans notre industrie est un sujet qui est très touchy, qui est très important, mais qui est largement sous-estimé par les gens et les organisations.
et les gens ont beaucoup d'idées préconçues par rapport aux sauvegardes. Donc comme je le disais, on le répétera jamais assez, le RAID, donc un volume RAID, donc je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, un volume RAID, c'est l'agrégation sur votre système de plusieurs disques durs pour présenter au système comme s'il n'en faisait qu'un seul, ce qui permet d'avoir du contrôle d'intégrité de données, que toutes les données ne soient pas stockées sur un seul et même disque dur, mais répliquées et réparties avec des checksums de contrôle qui sont répartis sur plusieurs disques durs, ce qui fait que si jamais vous avez un disque dur qui tombe en panne et qui n'est pas récupérable, bah, votre système peut continuer à fonctionner. Il suffit à ce moment-là de retirer le disque défectué, d'en remettre un seul et de reconstruire le volume, et vous pouvez continuer de fonctionner. Et le plus souvent, quand vous avez des volumes RAID qui sont faits pour ça, notamment dans les serveurs, vous pouvez le faire à chaud, c'est-à-dire sans arrêt de la machine. Donc le RAID, c'est un système qui vous permet de garantir que les données que vous stockez sur vos disques durs sont intègres et que vous ne pouvez pas avoir de perte due à la défaillance d'un ou plusieurs disques. Alors il existe plusieurs niveaux de RAID, je ne vais pas rentrer dans le détail. Parfois vous pouvez faire de la réplication sur 2 disques, vous pouvez utiliser 3 disques, 4 disques, 10 disques, enfin il y a plusieurs façons de faire du RAID. Et donc en général, par exemple, si vous êtes sur du RAID 6 et que vous utilisez 4 disques, vous pouvez supporter jusqu'à la perte de 2 disques physiques, ce qui est plutôt pas mal. Donc ça veut dire que si vous perdez 2 disques, il vous suffit d'ouvrir la machine, de remplacer les 2 disques défectueux, vous relancez, vous relancez la consolidation, la réplication, le contrôle d'intégrité, et vous continuez de fonctionner comme si de rien n'était. Donc ça, c'est quand même top. Mais ce n'est pas une sauvegarde. Une sauvegarde, qu'est-ce que c'est? Une sauvegarde, c'est la capacité qu'on a à prendre les données de notre système qui est en train de tourner, de les déployer d'une certaine manière sur un support et de mettre ce support quelque part à disposition en cas de problème. Donc, par exemple, donc je te parlais du RAID. Le RAID est là que pour garantir l'intégrité des données sur votre disque dur qui est en train de fonctionner. Les snapshots, alors les snapshots, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la virtualisation et la conteneurisation, les snapshots, ce sont des procédures qui vous permettent de prendre un instantané, comme une photo instantanée d'une machine virtuelle. C'est-à-dire qu'elle n'arrête pas la machine virtuelle, à l'instant T, elle prend une photo de sa mémoire éventuellement et de ses disques durs virtuels, et elle dit à partir de ce point-là, j'ai pris une photo, et s'il se passe quoi que ce soit, je suis capable de revenir à ce point-là. Donc c'est pareil, c'est un peu comme le RAID, et d'ailleurs, beaucoup de volumes RAID supportent aussi les snapshots, donc qui permettent de dire que à intervalles réguliers, je suis capable de prendre une photo de ma machine virtuelle ou de mon conteneur, et voilà. Mais ce n'est pas une sauvegarde. Ce n'est pas une sauvegarde parce que votre snapshot, il réside sur la machine sur laquelle elle tourne. C'est-à-dire que si jamais votre machine prend feu, alors on va dire ça n'arrive jamais, sauf que des data centers, ça arrive de temps en temps, il y a des incendies, on l'a déjà vu, des machines tombent en panne, ça s'est déjà vu aussi, vous pouvez perdre tous vos disques d'un seul coup à cause d'une énorme surtension électrique, ce genre de choses. Donc ça veut dire que si vous perdez vos snapshots, vous perdez tout. Donc en fait, un snapshot n'est pas une sauvegarde. Un snapshot, c'est un outil qui est complémentaire à la sauvegarde, qui vous permet de revenir à des points de rollback que vous allez faire à intervalles réguliers ou sur des actions bien précises. Par exemple, lorsque j'upgrade des machines virtuelles, juste avant l'upgrade, en général, je prends un snapshot, ce qui fait que si l'upgrade se passe mal, parce qu'il y a eu un problème lors de la mise à jour, de l'OS ou du système, etc., je suis capable de dire, bon, c'est pas grave, ça s'est mal passé, je reviens sur mon snapshot et je reprends comme si de rien n'était. Mais ça, c'est vraiment qu'un outil complémentaire. Et les sauvegardes, c'est vraiment important de voir qu'une sauvegarde, si vous n'appliquez pas une procédure de sauvegarde qui soit vraiment robuste et qui tienne la route, qui vous permet de garantir que dans le pire des incidents industriels qui puissent vous arriver, vous êtes capable de restaurer vos données et de redémarrer, bah c'est là qu'en général vous vous rendez compte que vous pleurez. Donc il y a une règle qui existe qu'on appelle la règle, enfin c'est pas vraiment une règle, mais on va dire c'est une précaution, c'est la règle des 3, 2, 1. Le fait, c'est d'avoir, lorsque vous sauvegardez un système, c'est de stocker vos données que vous voulez sauvegarder à faire 3 sauvegardes sur 2 supports différents. Donc il faut que les supports soient absolument différents et qu'une des sauvegardes que vous allez faire soit stockée hors site. Pour être sûr que si par exemple votre sauvegarde, vous avez votre data center qui prend feu, ou par exemple vous êtes chez vous, vous avez un NAS, bah, si votre immeuble ou votre maison prend feu, bah, vous serez content d'avoir une sauvegarde qui soit hors site, stockée par exemple dans un data center ou ce genre de choses. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Alors bien évidemment ça demande un petit peu de travail, ça demande de l'organisation, mais c'est important de voir qu'une sauvegarde, vous vous rendez compte que vous en avez besoin le jour où vous en avez besoin. Et il est arrivé, je le rappelais d'ailleurs dans ce thread, que c'était en 2017, GitLab, l'entreprise GitLab.com a subi un incident industriel assez lourd,
où ils ont perdu, en tout et pour tout, 6 heures, de données utilisateurs, entre les différents, tickets, les différents, commits et cetera et cetera. Pourquoi? Parce ils ont un problème, alors je ne sais plus exactement ce qui s'était passé, mais peu importe, qui fait que sur leur système, leur pad a dû faire en sorte qu'ils ont dû restaurer des sauvegardes et c'est au moment où ils ont voulu restaurer les sauvegardes qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, les sauvegardes qui tournaient, chaque nuit, en fait, ne sauvegardaient rien. Ça générait un fichier vide et sauf qu'en fait, il n'y avait pas 2 systèmes de sauvegarde et il n'y avait pas de système de contrôle des systèmes de sauvegarde. Donc ils ont transpiré à grosses gouttes, ils ont réussi à remettre, finalement, leur système online, je crois au bout de plus de 24 heures, mais en ayant, perdu quand même, un certain nombre de gigaoctets de données, d'utilisateurs qui ont dû, refaire des pushes. Alors l'avantage de Git, c'est que c'est un système décentralisé, donc si vous avez le dépôt chez vous, vous suffit, de repousser, les données sur le serveur, mais on voit bien que même pour une grande entreprise telle que GitLab, et il y en a d'autres que je connais à qui c'est arrivé, la sauvegarde, en fait, c'est quand même, un vrai sujet qu'il faut toujours avoir en tête et qu'il ne faut pas négliger. Parce que, le jour où vous avez vraiment un incident industriel, vous êtes content de pouvoir faire un plan de continuité d'activité ou un plan de reprise d'activité, en vous disant: «Bon, bah, voilà, je sais où sont mes sauvegardes, peut-être qu'il va me falloir du temps pour aller les extraire», parce que vos sauvegardes peuvent résider n'importe où. Elles peuvent être sur bande magnétique, stockées dans une grotte, comme elles peuvent être stockées, chez AWS sur Glacier, par exemple. Donc, là, vous allez, payer, ça va prendre du temps de restaurer vos données, mais vous aurez vos données. Et le tout, c'est que les sauvegardes, vous puissiez les faire à intervalles réguliers et de pouvoir les tester. Il faut, comme je disais, si vous n'avez pas plusieurs sauvegardes, si vous ne testez pas vos sauvegardes régulièrement, ça reste que des sauvegardes de Schrödinger. C'est-à-dire que vous avez des sauvegardes qui vont marcher et pas marcher en même temps. Et le plus souvent, c'est au moment où vous allez en avoir besoin qu'elles ne marcheront pas. Et là, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Voilà, donc je voulais reparler de ça parce que je trouve que c'est un sujet qui revient assez souvent et il y a beaucoup d'intuition chez les gens qui ne sont pas familiers avec tout ça sur le fait de se dire: «Bon, bah, je fais un snapshot, c'est une sauvegarde». Non, un snapshot, c'est pas une sauvegarde. «Ah bah, je suis sur un disque RAID, un volume RAID, donc je suis protégé». Bah non, tu n'es pas protégé. Ça aide à la protection, mais tu n'es pas protégé. Donc voilà. Donc je vois que ça fait un petit peu réagir, dans le chat, mais ça fait aussi pas mal réagir, dans les commentaires. Allez lire les commentaires, bon, il y en a qui sont toujours, plus ou moins, punchy en disant: «Oui, mais moi j'ai la règle de sauvegarde ultime, moi je», mais en fait bon, le tout c'est de se dire, comment vous faites vos sauvegardes. Moi, j'ai une obsession, c'est d'avoir des sauvegardes partout parce que je pars du principe que mon immeuble peut prendre feu, que mon entreprise peut prendre feu, que n'importe quel serveur que j'ai, qu'il soit à titre personnel ou à titre professionnel, je peux les perdre à tout instant. Donc en fait, j'ai des sauvegardes qui sont faites toutes les nuits sur tous mes systèmes et qui sont entre-répliquées, chiffrées et répliquées entre elles, entre plusieurs machines, à différents endroits. Ce qui fait que je sais qu'à tout instant, j'ai toujours au moins, je dis pas 3, mais au moins 3 copies de toutes mes sauvegardes à 3 endroits différents et sur des supports différents. Donc par exemple, vous savez que j'utilise pas mal Proxmox Virtual Environment pour tout ce qui est virtualisation. Donc je fais les sauvegardes pour avoir des copies chaudes de mes sauvegardes sur le serveur lui-même, mais ces sauvegardes, je fais aussi une double sauvegarde avec des sauvegardes qui sont envoyées chiffrées vers un Proxmox Backup Server qui est hors site. Donc moi, j'applique cette règle. Alors ça me demande des fois un petit peu de travail de mise en place, etc. Mais ça m'est déjà arrivé de me dire: «Tiens, je suis content d'avoir une sauvegarde et de pouvoir revenir 30 jours en arrière pour aller, restaurer, la data que quelqu'un avait, malencontreusement effacée». Voilà. Ou de restaurer, une machine qui était partie, complètement, en live et de se dire: «Bon, bah, super, j'ai une copie complète de la machine virtuelle, je suis capable d'aller la restaurer, que ce soit en local ou en distant, en allant chercher la sauvegarde qui va bien, soit sur un serveur distant, soit en local». Voilà. Donc je vais passer, à autre chose. Je l'avais posté, ce week-end. Je vous avais parlé donc, du Launchpad. Donc le Launchpad, qu'est-ce que c'est? Le Launchpad, c'est un pad MIDI, voilà, que je vous présente là, voilà. C'est un pad, MIDI qui est fabriqué par Novation, qui existe, depuis très, très longtemps sur le marché. Donc ça, c'est top, c'est pour faire de la musique, donc vous pouvez vous en servir, par exemple, là, pour faire des batteries. Il y a beaucoup d'artistes qui utilisent ça, en live, par exemple, Jane ou, d'autres qui utilisent ça. Tiens, j'appuie, je déclenche une boucle, je déclenche une cymbale, je fais des basses, etc. Donc ça permet de jouer de la musique et ce pad permet aussi de s'allumer, dans différentes couleurs en fonction des actions qu'on veut y faire. Donc c'est plutôt sympa et ça fait un petit moment, ça fait plusieurs années que je l'ai et ça fait un petit moment que je voulais, en faire un complément à mon Stream Deck.
en me disant, bah tiens, ce pad, on peut le programmer parce que c'est super, c'est quelque chose qui est un device qui est MIDI, donc qui répond au standard MIDI. Donc on peut lire les événements MIDI et lui envoyer des événements MIDI pour allumer, éteindre les LED, pour lire comment je dirais, lire l'état du clavier, etc., etc. Donc c'est plutôt sympa. Donc je me suis lancé dans un petit programme. Donc là, je vous le montrais ici dans un petit programme qui permet de pouvoir commencer à piloter, d'avoir une lib qui permet de piloter donc ce Launchpad. Donc moi j'ai que le Launchpad MIDI, MIDI Mark II d'ailleurs, en ma possession. Il y a le Launchpad MIDI Mini Mark III, il y a le Launchpad classique, enfin il y a plusieurs versions. Certains ont des fonctionnalités qui sont plus ou moins avancées. Alors ce Launchpad Mini Mark II, il n'a que 2 LED dans chaque touche. Donc il peut allumer une LED rouge et une LED verte, et donc on peut mixer sur 4 niveaux l'intensité de chaque LED. Donc on ne peut avoir que du rouge, du vert et globalement du jaune, peu ou prou. Et sur le Launchpad Mini Mark III, par contre, on peut le piloter directement en RGB, donc on peut avoir du bleu, vert, rouge, et donc faire globalement toutes les couleurs de l'arc-en-ciel à beaucoup plus de niveaux. Mais ça n'empêche que je me suis lancé donc dans ce petit projet, et du coup j'ai codé une bibliothèque en C++ qui permet donc de piloter le Launchpad, comment je dirais, une bibliothèque avec un petit programme qui permet de le piloter, et je vais en faire justement un petit programme un peu comme le Stream Deck qui va permettre d'avoir un mode dans lequel on scanne les touches, on attribue des actions aux touches qui permettent de déclencher, de simuler des appuis sur le clavier ou de l'envoi de texte ou ce genre de choses, etc. Voilà, c'est pas forcément, je sais que c'est des choses qui existent déjà, mais ça m'amuse de coder ça. Donc j'ai mis ça bien évidemment en open source. Donc sur mon GitLab privé, et comme c'est un GitLab privé, je réplique systématiquement source sur GitHub, GitLab et Bitbucket. Donc on m'a posé la question sur Twitter, pourquoi est-ce que je répliquais sur les 3 en fait, pourquoi pas? Parce que je me dis que moi je suis pas utilisateur spécifique de GitHub, même si ça reste le ténor du marché, comme on disait tout à l'heure par exemple par rapport à Google et ses produits. GitHub reste le ténor du marché. Moi, j'ai plutôt une préférence pour GitLab. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai aussi un GitLab CE donc, en on-premise sur mes serveurs, parce que c'est quand même un super outil. Et puis, comme ça, les gens qui sont plus habitués à GitHub iront sur GitHub, ceux qui sont plus habitués à GitLab iront sur gitlab.com, et puis ceux qui utilisent encore Bitbucket, ils le trouveront aussi sur Bitbucket. Donc, je ne l'ai pas mis sur SourceForge parce que SourceForge, j'ai fermé mon compte SourceForge il y a un petit moment de ça. Mais bon, je me dis qu'en tapant sur ces 3 forges un peu connus, tout le monde y trouvera son compte. Donc globalement, hein, moi, je commit et je push sur mon GitLab privé. Ensuite, comme j'ai des remotes sur mon dépôt, je fais git push GitLab, git push GitHub, git push Bitbucket, et ça réplique, vous avez une copie exacte de ce que j'ai de mon dépôt sur les 3 forges. Sachant qu'effectivement, ceux qui ont l'habitude de GitLab CE me diront qu'on peut déclencher des réplications directement dans GitLab CE. Effectivement, on peut faire des miroirs automatiques avec GitLab CE, mais je ne l'ai pas fait parce que c'est pas des dépôts qui bougent 10 fois par jour. Donc, mais pour des dépôts qui bougent souvent, on peut dire à notre instance de GitLab CE de dire on fait des push automatiques directement sur des miroirs distants. Et ça, pour le coup, c'est vachement bien. Voilà. Donc sur le projet en lui-même, donc je vous ai mis, vous avez tout un README. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien dans le chat pour ceux qui veulent aller voir. Alors oui, Thierry, et le jeu de la vie, pas encore fait. Alors je vais programmer le jeu de la vie, et je vais programmer un Tetris, et je vais programmer des petits trucs dedans. Pour l'instant, j'ai fait que trois démos, entre guillemets, sur le pad. D'ailleurs, tiens, je vais vous les lancer. Hop. Alors, normalement, vous voyez mon écran. Alors, projet. Voilà. Donc là, il est déjà compilé. Donc, le Launchpad. Donc, vous pouvez directement, lorsque vous avez un Launchpad de connecter, lister tous les périphériques MIDI. Et si vous avez plusieurs Launchpads de connecter, vous pouvez choisir quel Launchpad avec lequel vous voulez communiquer. Donc soit vous passez l'option "-MIDI" et vous mettez la chaîne de caractères, soit vous pouvez lire les entrées depuis un Launchpad et envoyer les sorties vers un autre Launchpad. Donc c'est l'avantage d'avoir MIDI input, MIDI output. Donc par défaut, ce que va faire mon projet, il va chercher le premier qui répond à la chaîne de caractères Launchpad MIDI.
Voilà, donc d'ailleurs, vous voyez, il met MIDI input ici, Launchpad MIDI, MIDI output, Launchpad MIDI. Donc dès qu'il voit une chaîne qui commence par Launchpad MIDI, hop, il le prend, il se connecte dessus. Donc pour l'instant, j'ai pas fait grand chose. J'ai surtout écrit un code de base qui soit déjà modulaire, donc une bibliothèque pour piloter le Launchpad et un exécutable qui soit robuste et qui est multithreadé d'ailleurs, qui résiste, qui a une très bonne gestion des signaux. Et donc ce sera très utile lorsque je lancerai des programmes pour capter les SIG Shield, etc. Donc vous irez voir le code pour si ça vous intéresse. Donc si je lance, hop, par exemple avec Cycle, donc là on voit que les couleurs, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, les couleurs sont en train de cycler. Je fais cycler toutes les couleurs, les unes à la suite des autres. Voilà. Je peux aussi afficher un texte. Donc print égale, tiens, on va faire hello Twitch. Donc là, ça va afficher directement, je sais pas, voilà, ça affiche lettre à lettre le texte. Et sinon, j'ai implémenté le scrolling. Voilà. Et donc vous avez le scrolling qui se fait. Alors bien évidemment, vous pouvez changer la vitesse. Il y a une option qui s'appelle "-délai" dans lequel vous mettez votre vitesse de défilement. "-délai" par exemple, je vais mettre 50 millisecondes. Voilà. Donc vous voyez que ça va beaucoup plus vite, donc vous pouvez changer le délai, etc. Donc tout ça c'est déjà codé, et donc je vais coder effectivement le jeu de la vie, puisque c'est un grand classique, et je pense que le support du Launchpad s'y prête merveilleusement pour faire clignoter un petit automate cellulaire avec les cellules mortes, les cellules vivantes, les cellules qui sont en train de mourir, etc. etc. Donc voilà, donc le code il est fait en C++, parce que moi vous savez que moi j'aime bien le C++. Donc c'est auto-toolisé, donc ça veut dire que ça fonctionne avec tout le système configure, make install. Donc si vous clonez le dépôt, vous avez juste, enfin toute la procédure est expliquée, hein. Vous avez juste, donc vous avez les dépendances de build, les dépendances de les bibliothèques. Donc je me base juste sur la lib RTMIDI, qui est une bibliothèque vraiment très répandu pour jouer avec le MIDI, et qui est hyper robuste, et en plus a fortiori multiplateforme, donc ça c'est cool. Et puis si vous clonez directement le dépôt, si vous avez récupéré pas un tarball, ce que je ferai après, je mettrai des tarballs à disposition, vous avez juste à faire autoreconf-v-f, ensuite /configure make install, et vous pourrez jouer directement avec le projet. Donc en termes d'organisation de code, donc vous avez une petite bibliothèque de base interne qui permet d'abstraire certaines choses, programmes, les arguments, machin, etc. Vous avez une bibliothèque qui s'appelle Novation, donc pour piloter directement le Launchpad. Donc vous regarderez, hein, donc pour l'instant l'interface est quand même relativement claire pour pouvoir piloter le Launchpad. Vous avez une abstraction de la partie MIDI, donc bon, rien d'exceptionnel. Et puis la partie source dans laquelle vous avez l'exécutable en lui-même. Donc vous voyez qu'il y a les fontes, il y a l'application en elle-même, l'application donc qui est la méta-classe qui va permettre de piloter l'application, et vous avez donc des sortes de mini-apps. Les sortes de mini-apps permettent, je vais vous montrer ça. Voilà, Launchpad App, et c'est là-dedans que je code le scrolling, le print, ou c'est là-dedans j'aurai une mini-app qui permettra d'avoir le Conway Game of Life, par exemple. Donc chaque mini-app, il y a une classe abstraite Launchpad App, et ensuite des classes qui sont dérivées, Launchpad Cycle App, Launchpad Print App, Launchpad Scroll App, etc. Donc ceux qui ont l'habitude de voir mon code, vous verrez que j'utilise pas mal du C++ moderne, là je suis en C++ 14. J'utilise pas mal les classes de threads. Le code est quand même relativement clair. J'utilise très peu de templates, c'est rare que j'en utilise parce que à un moment donné, il faut arrêter d'essayer de trop abstraire, mais il faut faire les choses. Mais voilà, le code est facilement hackable et facilement modifiable, et donc voilà, si ça vous fait plaisir de coder des trucs, vous avez une bonne base pour pouvoir le faire. Ah, et puis je voulais vous montrer le main. Le main, bon, c'est là où se passe toute la magie. Donc comme je parlais tout à l'heure, il y a une gestion saine des signaux. Donc ça veut dire que ce que je prévois à terme, c'est que le programme puisse se démoniser, qui tourne donc comme un démon en tâche de fond, qui permet de capter les événements du Launchpad, et ensuite de lancer des exécutables, de lancer des séquences de touches vers X11
si vous êtes sur X11, etc. Et donc là-dessus, vous avez toute une boucle principale donc, qui gère les signaux. Et donc, vous avez 2 threads. Le thread principal qui va gérer les signaux, le SIGTERM, le SIGINT, SIGAlarm, SIGUSR1, etc. Que je pourrais câbler et utiliser comme bon me semble. Surtout le SIGShield que je pourrais recevoir lorsqu'un des programmes que j'ai lancé s'est terminé pour récupérer sa valeur de retour. Et vous avez un thread, donc les mini-apps, enfin l'application en elle-même tourne dans un thread séparé, donc ce qui permet d'avoir quelque chose qui est assez modulaire et assez résistant et voilà, plutôt moderne en termes d'approche de programmation en Linux. Voilà. Voilà. Donc, on me demande le C++ micro, c'est quoi ce truc? Ça compile sur 6502. Sur 6502, je suis pas certain qu'on ait compilateur C++ 6502. Il y avait GCC qui avait été porté, notamment pour le Z80, etc. Mais je sais pas si pour le 6502 ça existait. Il faudra qu'on regarde ça. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous présenter là-dessus. Donc si vous voulez faire joujou avec et que vous avez un launchpad, vous téléchargez le truc, autoreconf, configure mec, vous pouvez le lancer directement ou mec install si vous voulez l'installer sur le système. Puis après vous pouvez hacker le code, c'est assez facile de rentrer dedans. Voilà, c'est tout ce dont je voulais vous parler ce soir. Je ne sais pas si vous avez des sujets que vous voudriez voir qu'on discute, mais Thierry, tu as fini ton goûter, bah c'est bien. Est-ce que c'était bon cette petite brioche? J'espère. La prochaine fois, un de ces quatre, je viendrai chez toi, puis tu m'offriras le goûter, et puis on fera le stream directement depuis chez toi. Bon, par contre, il faut que j'aille vers Lyon. Est-ce que j'archive mes vidéos? Oui, je les archive sur YouTube déjà, mais elles sont archivées effectivement sur un disque ici. Alors, je ne sais pas si je les garderai longtemps, mais bon, pourquoi pas. Voilà. Donc, alors non, j'ai pas montré encore le jeu de la vie parce que je l'ai pas encore codé. En fait, j'ai passé mon temps plutôt à procrastiner. J'ai fait plutôt travailler plutôt sur une architecture, l'architecture du code, etc. avant de me concentrer sur le jeu de la vie parce qu'il y a plein de trucs dans mon code au début qui me plaisaient pas dans le code que j'avais fait en termes d'architecture. Donc j'ai refactoré mon code et là maintenant je vais pouvoir développer mes mini apps jeu de la vie. Donc je pense que la prochaine fois je vous montrerai ça. En tout cas, j'en ferai un post sur Twitter, certainement. Voilà. Écoutez, merci à tous. Merci à tous et à toutes d'avoir été ici. Je suis super content que ce petit live Twitch plaise et puis qu'il y ait du monde qui vienne me voir. Moi, je trouve ça passionnant qu'on puisse discuter sur un autre média, sur un autre support que Twitter ou LinkedIn ou ce genre de choses. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des sujets qui vous viennent en tête comme ça et que vous voudriez qu'on aborde dans une prochaine émission, sentez-vous libre, envoyez-moi un petit message. Et puis, franchement, c'est ouvert. Ceux qui veulent intervenir avec moi dans l'émission, alors Thierry, Philippe, Lucille, enfin n'importe qui... n'hésitez pas, vous me dites, et puis si vous voulez intervenir, parler de quelque chose, je fais une interview de vous, peu importe, etc. On se fait un truc, on est un peu comme à la maison, un peu comme Thierry. Donc ce serait plutôt super sympa si vous voulez discuter de choses sur lesquelles je ne suis pas forcément au top et dont vous voulez parler. Voilà. Écoutez, merci beaucoup de votre présence, de votre participation. Et puis, je vous dis très probablement donc à lundi prochain, à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.